l'informatisation du droit, c'est une chose qui est trop sérieuse pour la laisser aux informaticiens. Les juristes ont un rôle majeur à jouer dans la définition des buts, des voies et des moyens. La machine va prendre place dans le système juridique, non pas pour supplanter l'homme, mais pour le libérer. Ce sont des mots de Pierre Catala, qui répondait déjà en 1998, c'est déjà ancien, à la question qu'il avait posée dans un recueil de textes intitulé « Le droit à l'épreuve du numérique, ius ex machina ». En d'autres termes, la machine et son langage, le numérique, n'est pas, ou n'est pas encore, c'était la question posée, une source du droit ou une source d'inspiration du droit. Cependant, selon lui, elle offre des moyens nouveaux et des perspectives nouvelles au service des juristes et des justiciables. Avec un recul de 20 ans, on peut affirmer que la prévision de Pierre Catala s'est bien réalisée. Alors pour le constater, en deux mots, il faut peut-être revenir sur cette notion de numérique, qui renvoie au latin numerus, donc au nombre, et numérique ce qui relève des nombres, ce qui se fait avec les nombres, et surtout en informatique, c'est ça qui nous intéresse, le numérique se dit de la représentation d'informations par ces nombres. C'est un peu l'équivalent d'un terme, je ne sais pas si vous l'utilisez ici, mais du terme de digital qu'on utilise parfois, qui donne à peu près la même idée, sauf qu'en France, on l'utilise moins, ça renvoie davantage au toucher, et donc ça renvoie au nombre seulement si, comme je le fais parfois, on compte toujours sur ses doigts. Pour prendre conscience de l'importance du phénomène, on peut se référer aux expressions qu'on utilise souvent d'ère du numérique, de révolution numérique. Cette révolution, en effet, elle est fondamentale. C'est celle de l'informatique, de l'Internet, des télécommunications, des réseaux sociaux, des courriels et aussi, ne l'oublions pas, pour les étudiants, de la source de toute connaissance, Wikipédia. Cette place qui est accordée ou prise par le numérique modifie évidemment des pans très importants du droit et bouleverse les habitudes du juriste, comme on peut le voir par exemple avec la pratique contractuelle, notamment avec les plateformes qui changent la façon de contracter et d'exécuter les contrats. Le droit de la preuve, évidemment, n'échappe pas à cette tendance. La preuve joue un rôle décisif dans le déroulement et dans l'issue du procès. Et à ce titre, elle comporte au moins partiellement une dimension d'ordre public. C'est pourquoi il fallait que le législateur se saisisse de la question dans le domaine de la preuve. Les changements ont été entrepris, là encore, il y a une vingtaine d'années, par le législateur, ou plutôt par les législateurs, le législateur communautaire de l'époque, qu'on qualifierait aujourd'hui d'européen, et le législateur national, avec quelques textes fondateurs, sans rentrer dans le détail, une directive de 1999, qui a été dernièrement abrogée par un règlement du 23 juillet 2014, qui est applicable depuis le 1er juillet 2016, pour les services de confiance et les documents électroniques, et puis en interne, une loi très importante du 13 mars 2000, avec d'autres textes qui s'y sont ajoutés, comme par exemple une loi du 21 juin 2004. Je ne rentre pas davantage dans le détail des textes parce que je vais y revenir. Deux remarques sur ces interventions du législateur. D'abord, on parle plutôt de preuve électronique, ce qui est un peu paradoxal. On pourrait parler de preuve numérique, ça sonnerait déjà un peu plus moderne. Ensuite, sur le fond, l'objectif, tout particulièrement pour le législateur européen, n'est pas tant de faire une adaptation du droit positif à la révolution numérique, mais c'est une fin économique qui s'est aussi imposée. On essaie de créer un climat de confiance qui permet de faciliter les échanges électroniques. Comme souvent, le mouvement a été accompagné par la jurisprudence et par la doctrine. Il ne faut pas croire que l'intervention du législateur a fait disparaître toutes les difficultés. Au contraire, l'introduction des preuves numériques en a soulevé de nouvelles. Et avec un soupçon de mauvais esprit, on pourrait rappeler cette citation « L'informatique permet de traiter des problèmes anciens en les remplaçant par des problèmes nouveaux, plus perfectionnés. » Et c'est un peu ce que l'on constate avec la preuve numérique. Cette mise à jour du droit de la preuve a été réalisée par une méthode qui a consisté simplement à adapter des règles traditionnelles aux nouvelles technologies. Les principes sont restés globalement les mêmes, simplement les changements se sont manifestés surtout au stade de leur mise en œuvre. Le numérique permet de cette façon d'élargir la palette des moyens qui sont à disposition des justiciables, ce qui est un point positif, il faut le souligner. On essaye de profiter des avantages de cette révolution numérique, la rédaction à distance d'un instrumentum par exemple, la transmission, facilité des documents en un instant, la duplication à l'envi, le risque de perte des supports qui sont limités, etc., etc.
Donc le premier mouvement, c'est celui d'une imitation, puisque cette preuve numérique se glisse dans les habits traditionnels de la preuve pour en suivre à peu près le régime avec quelques adaptations. Et puis on peut aussi se demander s'il ne faut pas aller plus loin, et c'était la tentation qu'évoquait Catala. Dans certaines hypothèses, la machine pourrait parvenir à un statut plus élevé dans la production du droit. Il y a quelques signes annonciateurs avec par exemple la justice prédictive, et on peut retrouver un phénomène, sinon équivalent, en tout cas au moins comparable, qui est le mécanisme dont on reparlera à plusieurs reprises, je pense, dans ces journées, celui de la blockchain, dont je dirais quelques mots pour voir quelles peuvent être ses applications en matière de preuve. Alors, voyons tout d'abord l'adaptation du droit de la preuve au numérique. Alors, je vais revenir sur les principes, les énoncer plutôt rapidement, avant d'envisager donc leur mise en œuvre, qui est évidemment beaucoup plus délicate. Alors, le droit français, il faut peut-être le rappeler, repose sur une distinction en termes de preuve entre deux catégories, les actes juridiques, les faits juridiques. S'agissant des actes juridiques, il faut qu'ils soient prouvés de manière littérale, il faut un écrit, ce qui n'est pas le cas des faits juridiques. Donc je vais dire quelques mots d'abord des actes juridiques, puis des faits juridiques. Alors pour l'écrit électronique, il y a une définition de l'écrit qui a été posée dans le Code civil à l'article 1365. L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Alors cette définition, on le constate, elle a été mise à jour pour pouvoir permettre d'introduire justement l'acte électronique avec deux références, les suites de signes et de symboles d'abord, et puis évidemment cette indifférence de support qui est proclamée de manière très claire et qui montre donc que le monopole du papier a cessé, qu'il laisse la place à d'autres supports comme est l'écrit électronique. Ensuite, l'article suivant pose un principe dont on va voir qu'il est très important, qui est celui de l'assimilation de l'écrit sur support papier à l'écrit électronique. Donc l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, dit le texte. Alors il y a des conditions, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut une garantie de l'intégrité. Le document doit avoir été créé et conservé dans des conditions qui garantissent cette intégrité. Et puis la deuxième condition, il faut pouvoir établir l'imputabilité, donc pouvoir dire qui est réellement l'auteur de l'acte en question. Et à ce titre, c'est la signature qui va jouer un rôle essentiel. Elle aussi doit être adaptée au support électronique, ce que fait l'article 1367 qui complète le dispositif. Donc elle rappelle les fonctions de la signature, elle est nécessaire à la perfection de l'acte juridique, elle identifie l'auteur et elle manifeste son consentement aux obligations, c'est double fonction, identification et manifestation du consentement. Lorsqu'elle est électronique, dit le texte, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Alors, l'idée de ce texte, c'est qu'il va permettre de distinguer en réalité deux niveaux de qualité de signature. C'est la dernière partie du texte qui le dit. Il y a ce qu'on va pouvoir appeler une signature avancée, et puis il y a une signature qualifiée qui a encore plus de force, et je reviendrai sur cette force, puisque en fait la régularité de l'acte est donc dans ces cas-là clairement présumée. Alors, j'insiste très rapidement sur une autre petite nouveauté qui a été introduite, mais juste pour la signaler sans rentrer dans le détail. C'est la possibilité de recourir aussi pour les actes unilatéraux, cette fois-ci, et plus forcément les contrats, à une lettre recommandée électronique qui peut servir par exemple à faire des convocations, par exemple pour les assemblées de copropriétaires ou ce genre de choses, qui est là aussi une nouveauté, une déclinaison d'un mécanisme qui existait déjà dans le monde du numérique. Alors s'agissant des faits juridiques, les choses sont beaucoup plus simples. Il y a un principe de liberté de mode de preuve. On peut prouver les faits juridiques par tout moyen. Donc, au fond, le numérique pourra être accueilli beaucoup plus facilement sans autres restrictions. Il suffira simplement de se rappeler que cette liberté des modes de preuve est contrebalancée par un pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond qui pourra donc examiner les éléments qui lui sont soumis et voir s'il accepte de retenir ou non une preuve qui jouera un rôle décisif dans le procès. La question qui se pose en matière de faits juridiques, c'est plutôt la légitimité ou l'admissibilité de cette preuve.
Et ça dépend de la façon dont elle est recueillie, mais c'est un problème que je ne vais pas aborder faute de temps. Les difficultés, c'est la mise en œuvre de ces principes en réalité, et c'est là où il faut effectivement constater que les choses peuvent se compliquer. Alors il y a des règles qui vont pouvoir être transposées sans vraiment de difficulté. Par exemple, un écrit numérique peut parfaitement constituer un commencement de preuve par écrit. Dès lors que les conditions sont remplies, il n'y a aucune difficulté de transposition. De même, l'impossibilité de matériel de produire un écrit peut parfaitement s'appliquer en matière numérique. Le support peut ne plus être visible, on va plus pouvoir avoir accès aux informations. Ça pourrait arriver, même si la possibilité est réduite. En revanche, il y a d'autres adaptations qui sont un peu plus délicates et qui, là aussi, ont nécessité l'intervention du législateur. Alors, je pense à deux choses. D'abord, ce qu'on appelle la formalité du double. Pour les contrats synagmatiques, il faut qu'il y ait autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant des intérêts divergents à l'acte juridique. Pour l'écrit, évidemment, sous support papier, eh bien, il faut que chacune des parties ait un support papier entre les mains. Là, on peut adapter cela avec soit évidemment un exemplaire numérique, soit une possibilité d'accéder directement au document, par exemple si le contrat est enregistré sur un serveur. L'autre élément qui peut poser difficulté, c'est la mention manuscrite. Auparavant, cette mention manuscrite, pour les pour les contrats unilatéraux, donc il y a une mention nécessaire qui doit être une mention portée à l'époque, à l'origine, de la main en lettres et en chiffres. Ça fonctionne pour l'écrit traditionnel, l'écrit papier, mais il fallait évidemment l'adapter pour l'écrit numérique. Donc la formule a été modifiée, et dorénavant, on considère que il faut simplement que cette formule ait été appliquée par le débiteur lui-même, ce qui signifie que ça peut effectivement être tapé sur un clavier. Il faut simplement que ce soit le débiteur qui se prête à ce formalisme. Alors la difficulté, vous voyez qu'elle commence à apparaître. Comment est-ce qu'on fait pour établir que c'est bien telle ou telle personne qui était derrière le clavier et qui a effectivement tapé la formalité ? On ne va pas s'amuser nécessairement à filmer la personne au moment où elle a tapé cette formule manuscrite. Et pour l'instant, il n'y a peut-être pas de moyen encore vraiment fiable pour pouvoir se prêter à ce type de pratiques, comme je sais pas, des claviers qui pourraient repérer les empreintes digitales ou ce genre de choses qui viendront peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas encore, me semble-t-il, à ma connaissance, envisageable. Et on voit qu'effectivement, il y a des difficultés qui peuvent apparaître. Alors ces difficultés, j'en mentionne quelques-unes. D'abord, la valeur de la signature électronique. Lorsque la signature électronique est qualifiée, c'est-à-dire qu'on est dans le degré supérieur de signature électronique, on va s'apercevoir que l'écrit va bénéficier d'une présomption qui va donc lui être favorable. On ne pourra pas désavouer directement sa signature, comme on peut le faire pour un écrit traditionnel. Pour un écrit traditionnel, on peut désavouer sa signature et alors le juge doit se prononcer et doit rechercher lui-même quelle était l'origine du document et si celui contre lequel on s'en prévaut était véritablement l'auteur. Là, c'est l'inverse. On va présumer la fiabilité du document et c'est au contraire l'autre partie qui devra renverser cette présomption. C'est assez surprenant au regard du principe d'équivalence entre l'écrit numérique et l'écrit sur support papier. Il y a une sorte de principe de neutralité du numérique qui semblait s'imposer et ce principe de neutralité semble être pris en défaut ici. Voilà, autre difficulté qui peut apparaître, des hypothèses de responsabilité qui pourraient être engagées pour celui qui a mis en place un protocole permettant normalement d'assurer l'imputabilité d'une personne qui accomplit une opération. Alors il y a eu une affaire qui a un peu défrayé la chronique. Il s'agissait dans un couple d'une personne qui avait fait un virement. En fait, le virement avait été fait non pas par le titulaire du compte lui-même, mais par son époux qui avait récupéré les données, qui avait fait en lieu et place de l'épouse le virement en question. On imagine les rapports de mésintelligence entre les conjoints. Bon, la responsabilité de la banque a pu être engagée parce qu'on a considéré que le procédé n'était pas suffisamment fiable pour garantir cette imputabilité et éviter ce genre d'incident. Donc il y a des risques aussi du point de vue du professionnel de ce point de vue-là. Alors quand on veut faire un petit bilan d'étape, disons que effectivement l'écrit électronique et la signature numérique qui l'accompagnent
pose des avantages. Alors en termes de sécurité, on devrait arriver à des niveaux à peu près équivalents. Il n'y a pas, au fond, de problème particulier quand on recourt à ces procédés de manière dans des actes authentiques ou des actes passés avec des signatures et l'intervention d'un avocat, parce que dans ces cas-là, il y a une procédure qui est mise en place. La procédure est assez lourde, mais de toute façon, l'acte authentique en lui-même est déjà associé à un formalisme assez lourd, donc là, les choses ne sont pas trop compliquées. En revanche, ce sont les recours occasionnels à ce type de signature numérique, notamment, qui supposent l'intervention d'un tiers spécialisé avec une procédure qui est beaucoup plus longue, ce qui peut avoir un coût supplémentaire qui, là, semble un peu plus compliqué. On peut se demander si ça en vaut vraiment la peine. Autre risque très important, et je fais le plus vite possible, mais il y a beaucoup de choses à dire, très important, c'est le risque de déséquilibre qui peut exister avec la preuve numérique. Alors, je m'explique en 2 mots. Comme c'est assez difficile d'avoir des signatures qui répondent aux critères qui sont posés par la loi et les décrets, en général, il arrive souvent avec les contractants professionnels que dans les conditions générales, il y ait des clauses qui organisent l'admissibilité des modes de preuve. Et évidemment, ces clauses, elles sont favorables aux professionnels. Alors, il y avait un exemple sur le site sncf.com, voyagesncf.com. On vous explique en gros que lorsque c'est invoqué par la SNCF, eh bien, les données qui sont enregistrées par elle sur son site font foi et on ne pourra pas rapporter de preuves contraires. Bon, évidemment, ces procédés créent un déséquilibre qui est extrêmement fort entre les parties au contrat. Elles sont excessivement dangereuses et heureusement, on va pouvoir les passer au crible du dispositif des clauses abusives. Dès lors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion en droit civil en général ou dans toute situation s'il s'agit d'un contrat passé avec les consommateurs, et on va pouvoir, on le souhaite, essayer de les éliminer. Voilà, alors je n'en dis pas plus sur ce premier point et je fais simplement quelques observations s'agissant d'une deuxième situation qui est celle de l'innovation, cette fois-ci dans le droit de la preuve, par le numérique, non plus une adaptation, mais une véritable innovation. Et on peut effectivement ici évoquer le système, la technologie organisée par la blockchain. Alors, en 2 mots, la blockchain, alors je vais vraiment essayer de faire très court, je sais que le thème va être abordé à nouveau, j'aurais voulu le présenter du point de vue technique, mais je vais essayer de faire les choses vraiment très vite. Alors, il y a 3 points importants dans la blockchain. La première chose, c'est que quand sur ce réseau qui est constitué de différents serveurs, ordinateurs, on va vouloir inscrire des données, il y a un système de cryptage qui est asymétrique, c'est-à-dire que celui qui inscrit les données le fait avec une clé et tous les autres y auront accès. Donc il y a un système d'imputabilité qui est très fort et qui est très efficace. La deuxième chose, c'est que dans la blockchain, les serveurs ont tous une copie des informations, ce qui fait qu'il y a un système décentralisé et ce qui rend en fait la blockchain très sûre aussi parce que les informations sont immuables. En fait, à chaque fois qu'on va copier des informations, on fait référence aux informations précédentes dans un système assez compliqué avec un système de hachage, je ne rentre pas dans le détail. Et de cette façon, on va avoir une continuité des informations et on ne pourra pas modifier les informations qui sont antérieures. Et puis il y a un système de fiabilité parce que les risques de conflit sont éliminés là aussi de manière régulière. À chaque fois qu'on va enregistrer des données, on va purger les risques d'incompatibilité entre les différentes copies. Donc le système est globalement fiable. Ce qui évidemment soulève beaucoup d'intérêt en matière de preuve. Alors, d'abord, les documents qui vont pouvoir circuler sur les blockchains ne pourront pas être affectés ou modifiés par la suite. Il n'y aura pas de risque de manipulation, ce qui évidemment est un premier confort tout à fait appréciable. La deuxième chose, c'est que l'inscription des données sur la blockchain, sur le réseau, va satisfaire une fonction d'heurodata, c'est-à-dire que la date va pouvoir être certaine, et là aussi c'est très important lorsqu'il peut y avoir des conflits liés à des opérations, lorsque vous avez plusieurs ayants cause d'un même auteur particulier, on va s'interroger sur le point de savoir qui est celui qui a effectivement obtenu le droit, qui est celui qui est effectivement devenu propriétaire, et dans ces conditions, eh bien, la blockchain peut rendre des services. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin avec la blockchain ?
et donc aller au-delà de ce que Pierre Catala prévoyait. On s'est posé la question d'abord de savoir si on allait pouvoir donner aux écrits qui figurent sur la blockchain, et j'ai presque fini, une valeur qui serait à peu près équivalente à l'acte authentique. Alors vraisemblablement, la réponse qui doit être apportée doit être négative pour plusieurs raisons. D'abord, il faut l'intervention du notaire pour avoir un acte authentique parce que c'est un officier public ministériel qui jouit d'une délégation de service public de ce point de vue-là, de la puissance publique, et il faut qu'il y ait son contrôle, notamment pour pouvoir conférer aux actes une force exécutoire, c'est indispensable. La deuxième chose, c'est que l'acte authentique tire aussi sa force de toutes les informations et de tous les conseils qu'il va pouvoir prodiguer, et la blockchain ne peut pas donner ce type d'informations ou de conseils. Donc avec la blockchain et le numérique, on ne va pas pouvoir court-circuiter l'intervention du notaire. Et puis, dernière observation, même pour rapporter la preuve dans des cas complexes comme en matière de propriété immobilière de l'existence des droits, on ne va pas pouvoir non plus se fier aveuglément aux informations qui auraient pu être inscrites sur la blockchain et donc qui ne pourraient pas forcément remplacer ce que l'on fait actuellement avec les registres de publicité foncière, parce que bien sûr, il va falloir s'occuper de la publication, mais il y a aussi des critères d'ordre plus subjectif qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme la bonne foi de celui qui exécute cette publication, et donc là encore, il y a des difficultés d'appréhension de tous ces éléments par le numérique et il faut bien en avoir conscience. Voilà, donc juste pour conclure, ius ex machina, ce n'est pas encore le cas, mais on voit que effectivement le droit de ce point de vue-là fait quand même des progrès. Je vous remercie.